Bien, tout d'abord, bonjour. Alors, ta première question, Karl, abstention ou boycott? Moi, je pense qu'il faut faire un point de convergence envers les deux possibilités, les deux hypothèses. Alors, moi, je vais commencer déjà par le boycott. Le boycott, c'est presque une forme déjà de désengagement politique. On boycotte, c'est-à-dire qu'on sanctionne, voire on punit des candidats. Donc, on décide de ne plus aller voter pour eux. On les boycotte. Ça pourrait être presque dans l'idée un prolongement des gens déçus par la politique qui ont commencé par voter blanc ou voter nul et ensuite ils se sont dit, mais finalement, vu qu'on ne prend pas en compte le vote nul, je décide de ne plus aller aux urnes. Ça peut être à mon avis une hypothèse. Je pense qu'en tout cas, dans les deux cas du boycott et de l'abstention, le boycott est minoritaire par rapport à l'abstention. Parce que l'abstention, je pense que c'est totalement différent. Je crois que c'est l'abandon, presque je dirais définitif, de la chose publique, de la politique. Et la question qui est aujourd'hui à se poser, c'est comment faire revenir tous ces gens vers les urnes. Parce que quand même, les scores sont juste épouvantables. 30% du corps électoral qui s'exprime, 2 Français sur 3 ne votent pas, pire encore, 80% des jeunes n'ont pas voté. Alors, pourquoi? C'est vrai qu'une élection départementale et une élection cantonale, c'est pas très glamour par rapport à une municipale ou une présidentielle qui bien sûr recense beaucoup plus de taux de participation. Mais je pense qu'il y a un travail pédagogique à faire aussi, parce que la plupart des gens ne connaissent pas les compétences ni de la région, ni des départements. Pourtant, avec les lois de décentralisation, c'est quand même pour une et l'autre institution, la gestion des collèges, la gestion des lycées, la gestion des routes, la politique sociale, c'est aussi la culture, c'est aussi le sport. Donc on voit quand même qu'il y a matière pour le quotidien des gens, et s'abstenir finalement, c'est laisser un peu le champ libre à des gens dont j'ai trouvé quand même que, au niveau des propositions qui étaient faites dans la campagne électorale, finalement, un certain nombre de sujets n'appartenaient pas aux compétences ni départementales ni régionales. Pour n'en citer qu'une, la sécurité. Quasiment tout le monde a parlé de la sécurité, c'est pas dans leurs compétences. C'est pas dans leurs compétences. Donc là, je crois qu'il y a quand même une chose, à mon avis, qui menace la démocratie. C'est déjà qu'on n'a pas pu avoir des triangulaires ou des quadrangulaires sur le second tour, vu qu'on n'avait pas 10% du corps représenté. Donc ça, c'est dangereux. C'est dangereux. La question aussi, c'est maintenant quel rôle vont jouer les politiques pour ramener les électeurs à devoir jouer leur rôle de citoyen. Alors, c'est vrai qu'il y a des pistes qui sont envisageables. Peut-être le vote électronique est peut-être une solution. Mais bon, moi je ne suis pas trop non plus à devoir penser que ça serait juste cette espèce de colmatage qui nous permettrait par l'aide de la prothèse de pouvoir refaire des citoyens. Et je dis bien refaire des citoyens parce que je crois que le mal il est là. Je crois qu'il est mal, il est là. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus un comportement de citoyen, on a un comportement de client. Si l'offre ne nous satisfait pas, eh bien finalement on change radicalement de produit. Et en l'occurrence, le produit, c'est le candidat. Je trouve aussi que bon, on était dans une période très complexe quand même, en plein Covid, pas de campagne électorale, donc on ne sait pas trop pour qui il faut voter, puisque la plupart des gens ne sont pas connus par les citoyens. Moi, je peux te dire qu'à titre personnel, je n'ai pas reçu le matériel de vote pour les élections, donc heureusement que je suis quand même un peu impliqué dans la réflexion de la politique et je connaissais les candidats, mais si j'avais été quelqu'un qui ne s'intéressait pas à la politique, comment je faisais pour voter? Sans profession de foi, sans bulletin de vote. Et dernièrement, je trouve qu'il y a une dévastation pratiquée par les réseaux sociaux. Ça, je trouve que j'ai l'impression de me retrouver dans l'enfance de ma sœur, en tout cas, qui était une fan de Martine. Alors c'était Martine fait du camping, Martine va à la plage, Martine va à la ferme, et je trouve qu'aujourd'hui les candidats ils ressemblent un peu à ça. Il n'y a pas de contenu, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, je vous explique mon planning, et puis je vous trouve sympathique, trouvez-moi sympathique, votez pour moi. Bon, ça, je trouve que ça suffit. Alors, c'est vrai que nous sommes peut-être des gens d'un ancien temps, mais les campagnes qu'on a connues, avec une prégnance forte des partis politiques, étaient d'une autre dimension quand même. Il y avait du débat, et surtout, il y avait du projet, de la profondeur. Là, on est vraiment que sur de l'écrémage. Résultat, au jour d'aujourd'hui, on a en tout cas un département qui ne va pas bien d'un point de vue économique. On a peut-être aussi des élus, alors je ne mets pas de camp face à un autre camp, je trouve qu'il y a une faillite de l'élu, et on en trouve les conséquences à l'arrivée qui trinquent les citoyens quand même. C'est là où le citoyen doit se réveiller et prendre à bras le corps ce qui est normalement à devoir être vécu, c'est-à-dire être engagé dans la vie publique. Sinon, si on renonce, je ne ferai pas le pari du cynisme quand même des élus. Mais finalement, être bien élu ou mal élu, peu leur importe.
L'important pour eux, c'est d'être élus. Une fois qu'ils sont élus, ils mettent en place ce qu'ils ont envie de faire, sans plus aucun contrôle de la population. Et qui plus est-ce qu'on a le droit de contester une politique quand on a décidé de ne pas les voter? Là aussi, on peut se poser la question. Hein. Donc je ne sais pas comment on va rattraper le coup. Moi, je pense qu'il y a du danger quand même. Il y a du danger parce que plus on s'éloigne de ces formes d'expression publique et moins on arrivera à faire peser la volonté du citoyen dans le débat. Je culpabiliserai personne, mais je crois quand même qu'il est temps qu'on revienne aussi vers la formation du citoyen. L'école a un rôle important à jouer là-dedans aussi. Et nous, en tant qu'adultes et éducateurs de nos enfants aussi. Moi, je sais que j'ai du mal à convaincre, par exemple, ma propre fille à aller voter. Et pourtant, elle sait que j'ai toute ma vie été militant, donc ça commence par mon propre travail. Hein. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut reprendre les choses là où on les a laissées. Alors, cette élection... ce faible taux de participation, il n'est pas propre qu'à cette élection quand même. Hein, parce que l'érosion, on la voit arriver depuis un paquet de temps. Chaque élection, les unes derrière les autres, il y a un affaissement de la participation. Donc là maintenant, il faut redresser la barre. Hein. Voilà, Karl, ce que j'avais à te dire. Le sujet est compliqué. Hein. Moi, si j'avais dû faire un pari sur en tout cas le résultat de ces élections, je crois que j'aurais plus de chances de gagner au loto que de trouver le bon résultat, parce que ça a été totalement surprenant. Mais ça, peut-être, on en parlera tout à l'heure, si tu le souhaites. Oui. Bon, je vois que tu m'as amené un bulletin souvenir, hein, donc c'est pour ceux qui ne les connaissent pas, voilà, donc Greg Marty et Julie Sens. Bon, moi, Julie Sens, je ne la connais pas. Grégory Marty, oui, je le connais bien. Donc tu l'as dit, hein, Grégory Marty est maire de Port-Vendre et Julie Sens est première adjointe de Antoine Parra à Argelès-sur-Mer. Alors, je crois que ce bulletin, il résume pas mal quand même l'efficacité en termes de quadrillage de ce tandem, de ce binôme, puisque quand même, bon, Grégory est maire de Port-Vendre, Julie Sens, première adjointe de la commune la plus importante de ce canton, Argelès-sur-Mer, 10 000 habitants. Ensuite, ils avaient en binôme, enfin en suppléant, pardon, le maire de Palot, M. Galland, et Sophie Canovas, qui est extrêmement connue à Cerbère, puisqu'elle n'est ni plus ni moins que la petite fille de Jean Marty, qui pendant très très longtemps a été maire de Cerbère. Donc le quadrillage au niveau géographique du canton était bien monté. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben là, pas grand-chose. De toute façon, ils ont gagné, et puis c'est leur choix d'être candidat. Au niveau appartenance politique, c'est un peu atypique. Parce que le département était compliqué ici, hein, à l'échelle donc des Pyrénées-Orientales. LR ne donnait pas son investiture à partir du moment où il y avait des gens qui s'étaient rapprochés de la République en marche. Je pense, hein, je le sais, je ne suis pas dans la tête de Grégory, je pense que ça devait être le cas. Julie Sens, je crois qu'elle vient d'une mouvance plutôt socialiste de l'époque de Pirois et Lagasse, quand il était maire, et donc de monsieur Parra. Donc en fait, ils sont partis sans étiquette. Ils sont partis sans étiquette, on pourrait classer quand même de l'un tendance peut-être un peu plus de gauche et de l'autre tendance un peu plus de droite. Alors, ça c'est pour l'identification politique. Moi, il y a quelque chose qui me gêne, et c'est pas que le cas de Grégory puisqu'il est maire, c'est comment peut-on être élu il y a un an maire d'une commune? C'est le cas de M. Yobé qui a été candidat à Collioure aussi, hein, enfin qui a été candidat sur le canton, qui est maire de Collioure. Je sais pas moi, vous arrivez dans une commune, vous êtes maire, c'est-à-dire il faut commencer déjà à prendre pied sur la situation de ta propre commune. Comment ça fonctionne, il y a sûrement quand même à mettre en place des projets, puisque c'est pour ça que tu as été élu dans ton village, et immédiatement, l'année d'après, tu vas concourir déjà pour un autre mandat de conseiller départemental. Moi je trouve que, comme disait Mitterrand, il faut laisser du temps au temps. Et là, du temps, il n'y en a pas. Je trouve que là, on est plus en train d'essayer de s'asseoir sur des profils de carrière politique comme des professionnels, plutôt que de satisfaire les gens, enfin le mandat que les gens t'ont confié pour mettre en place tes propres projets. Donc moi, ça me dérange. Et il y a une deuxième chose qui me dérange, c'est que moi, je serais favorable à ce que le conseiller départemental n'ait pas un mandat d'élu local. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ne votent pas pour un conseiller départemental, mais ils votent pour leur élu. Regarde, quand tu es candidat et que tu es maire de Port-Vendre, tu gagnes à Port-Vendre. Quand tu es candidat et que tu es maire de Collioure, tu gagnes à Collioure. En fait, les gens votent pour leur maire, ils ne votent pas pour le conseiller départemental. Là, il y a un problème. Normalement, quand tu es l'élu du canton, tu n'es pas l'élu de ta commune.
Et ça, on l'a vu trop de fois. Hein. Moi, je me souviens quand même que beaucoup d'avantages étaient portés quand le conseiller était à Bagnous, quand on a eu M. Red, ou quand c'était M. Michel Molly ou d'autres. En fait, on est toujours plus attentif, ce qui est humain hein, d'ailleurs, hein. On est plus attentif aux citoyens de sa commune qu'aux citoyens de son canton. Donc la seule manière de se parer de ça, le conseiller départemental, il n'a pas un mandat d'élu local. Voilà, c'est la meilleure manière pour moi de répartir, en tout cas de manière équitable, les équilibres sur un canton. Ensuite, bon, Grégory Marty, pour en revenir, et Julie Sens, ils auraient pu servir de variable d'ajustement hein, aussi, parce que je reviens sur le pronostic ou le diagnostic qu'il faudrait faire au jour d'aujourd'hui. Moi, franchement, je pensais qu'il y aurait une majorité très faible à l'arrivée. Bon, ce n'est pas le cas, hein, puisque la gauche a gagné avec 3 cantons d'avance. Je m'étais dit, dans le cas de figure où il y ait un écart d'un canton, voire une égalité, c'est là où je me suis trompé complètement sur l'analyse. Hein. Grégory Marty et Julie Sens auraient pu être cette variable d'ajustement, hein, soit pour la gauche, soit pour la droite, puisqu'ils n'avaient pas officiellement d'investiture et qu'ils ont des sensibilités qui peuvent être proches ou d'un côté ou de l'autre, une espèce de centre droit et centre gauche. Donc ils étaient compatibles avec les deux courants, tu vois. Bon, là, il n'y a pas besoin, parce que la majorité, elle n'a besoin d'alliance avec personne. Par contre, ce qui risque d'arriver maintenant, c'est compliqué pour peut-être Argelès et Port-Vendres. Parce que le maire d'Argelès est clairement engagé dans cette campagne, puisqu'il avait sa première adjointe, hein, donc candidate pour les départementales, et qui est élue maintenant. Et Grégory Marty, forcément, il s'engage, puisqu'il est lui-même le candidat. Donc là, il risque d'y avoir des difficultés au niveau des aides de la région et du département, quand même. Hein. Et bonjour la gestion de la communauté des communes. Là. Bonjour, parce que là, vraiment, on a une fracture importante. Elle l'était déjà, et elle va être, à mon avis, encore plus. Et dernier élément, Karl, moi j'ai eu l'impression qu'on avait joué le 3e tour des municipales dans cette cantonale. Parce que regarde, c'était totalement illisible. Tu as le maire de Cerbère qui est de gauche, même d'une gauche bien marquée, qui soutient le maire de Port-Vendres qui est de droite. Tu as l'ancien maire de Port-Vendres, Jean-Pierre Romero, qui soutient M. Yobé, qui était soutenu par la majorité départementale, parce qu'on a le sentiment qu'au passage, il réglait les comptes de sa défaite au municipal face à Grégory Marty. Explique-moi, le projet du canton, il est où là-dedans? Toutes les cartes étaient brouillées, des mecs de droite qui soutiennent des mecs de gauche, et des mecs de gauche qui soutiennent des mecs de droite. Tout le monde, c'était règlement de compte à hockey choral quand même, ou en tout cas des meurtres entre amis, ou entre anciens amis. Donc là-dedans, franchement, si tu voulais, on revient presque à la première question, si tu voulais chasser les électeurs des urnes, tu ne serais pas pris autrement. Voilà. Donc là, je crois que de ce côté-là, il y a un engagement très clair de la responsabilité, pas que des élus, de tous les candidats. Moi, je ne peux pas parler à la place de Jean-Michel Solé. En tout cas, s'il se rapproche ou s'il se socialise, c'est plutôt une bonne chose. Le maire de Bagnous qui deviendrait de gauche. En principe, je me rappelle, quand j'étais jeune, on disait qu'en vieillissant, on se droitise. Lui, il aurait pris le train à l'envers. Bon. Moi, j'y crois pas trop. C'est un homme de droite, Jean-Michel Solé. Mais je crois qu'il a joué le pragmatisme. Il a besoin de subventions. Donc, il ne peut pas se couper ni de la région, ni du département. Bon, il a joué habilement, hein, ils se sont répartis les tâches. Un soutenait la candidate à la région, donc Carole Delga, et des élus de son conseil municipal soutenaient Grégory Marty, puisqu'ils étaient clairement affichés sur le marché à distribuer les tracts. C'est très curieux d'ailleurs, parce qu'on s'est retrouvé dans le même cas de figure dans les urnes à Bagnous. Hein. Au premier tour, Carole Delga arrive en tête à la région et Grégory Marty arrive en tête au départemental. C'est là où moi j'y comprends plus rien, hein. Je te le dis clairement. C'est-à-dire que le même jour, tu votes à droite et à gauche. Moi, c'était pas dans ma culture politique. Hein. Donc voilà. Ben écoute, je pense qu'il a habilement joué. Ici, il était resté un peu en retrait. Il a été dans nos comités de soutien. Je pense qu'on a dû agiter d'un côté et de l'autre l'odeur de l'argent. Mais je rappelle quand même que si l'argent n'a pas d'odeur, il peut rapidement vous monter au nez. On verra ensuite qui va éternuer. Voilà. Alors oui, l'emploi à Bagnous, bon, c'est difficile l'emploi à Bagnous parce qu'on a du mal à cartographier. Je dirais que Bagnous est quand même assez particulier parce qu'il y a énormément d'emplois qualifiés à Bagnous. C'est l'activité, la multi-activité économique de Bagnous. Souvent, nous, quand on se dit l'emploi, en première ligne, bien sûr, ça a été le commerce qui a été, lui, terriblement touché. Mais à Bagnous, tout le monde n'est pas commerçant.
Parce que justement, quand je parlais de ces emplois qualifiés, tu as 150 emplois au laboratoire Arago, donc eux, ils ont pu continuer à travailler. Il y a les établissements de santé, il y a la vigne. Donc voilà, le commerce fait partie que d'un élément économique. Alors, je pense que dans les villages, on a moins été touché qu'en ville. Pourquoi? Parce que l'essentiel du confinement a été fait en hiver. Ça veut dire qu'en hiver, c'est pas là où tu as une activité forte. En plus, il y a eu les aides de l'État. Donc on peut dire que finalement, ça s'est pas trop mal passé parce qu'en ville, l'activité commerciale, elle se fait toute l'année. Les restaurants et les bars, ils bossent toute l'année. Donc ça veut dire que quand on leur ferme en hiver leur commerce, ils sont plus durement frappés. Après, il y a eu, je crois surtout, ce qui a dû frapper les gens, c'est cette situation sociale de la situation. Pas uniquement d'un point de vue économique, mais le confinement, le couvre-feu, c'est quelque chose quand même qui est dur à vivre. Et ça rattrape aussi un autre élément, c'est les conditions de vie. Les logements, c'est sûr que quand on a, comme moi, on est deux à vivre dans une grande maison, dans un jardin, c'est plus facile à vivre que quand on est une famille entière dans un HLM. Tout le monde n'a pas dû vivre le confinement, et là j'enfonce des portes ouvertes, le confinement de la même manière. Ceux qui ont dû souffrir aussi, c'est les gens qui ont un emploi sous statut précaire. Par exemple les saisonniers, puisqu'il ne faut pas oublier quand même qu'avec les aides de l'État, 80% du traitement du salarié était payé par l'État et 20% par l'employeur. Mais ceux qui avaient un statut de saisonnier, comment ils ont fait eux? En sachant que l'activité n'a réouvert qu'au mois de mai. Donc déjà, ça les amputait d'une partie de leur saison, puisqu'en général, ils réembauchaient déjà aux alentours de Pâques. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Bon, ça, je ne sais pas, hein, parce que quatrième vague ou pas quatrième vague, est-ce qu'une fois que l'assistance financière de l'État va s'arrêter définitivement, on fera là le véritable bilan de la situation économique, pas que de Banyuls, mais de tout le pays? Je trouve que ce qui a manqué quand même, peut-être, c'est la prise de conscience que je pensais qu'il allait servir dans ce cadre de ce confinement, c'est sur l'environnement. Je me disais, on a appris un certain nombre de choses, justement, puisqu'on avait vu réapparaître des éléments nouveaux, et puis la nature qui reprenait le pas un peu sur le reste. Et là, je me dis, ben, de nouveau, c'est reparti comme avant, quoi, hein. On a retrouvé nos travers, c'est déjà un peu derrière nous, peut-être même, on va être un peu plus enlexé, hein, donc c'est dommage, mais c'est sur ce terrain-là, moi, que je me remettrai à travailler l'après-Covid, pas uniquement que sur le terrain économique, mais sur le terrain du comportement en matière d'environnement. Voilà, d'écologie, quoi. Oui, alors la question. Donc, concernant la Catalogne, maintenant que le gouvernement espagnol a donc amnistié 9 prisonniers politiques, est-ce que la question de l'indépendance est réglée? Alors, Karl, déjà tu viens de commettre un lapsus. C'est pas une amnistie, c'est une grâce partielle. C'est pas la même chose l'amnistie. C'est une grâce partielle. Donc il va y avoir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Alors on va commencer par le verre à moitié plein. Bien sûr que je ne peux que me réjouir que des gens sortent de prison. Bien entendu. Déjà je me demande comment on les a laissés autant de temps, hein, depuis 2017 quand même, en prison. Donc là bien sûr c'est une victoire. Ça c'est le verre à moitié plein. Maintenant on va faire le verre à moitié vide. Alors pourquoi je te parle de la grâce présidentielle? Parce que la grâce présidentielle, eh bien elle ne te rend pas tes droits, pas tous tes droits. C'est-à-dire qu'ils sont toujours inéligibles. Ils ne peuvent pas être candidats à une élection. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si jamais ils étaient tentés par repartir vers une action politique, ils retournent en prison. C'est la condition de la grâce partielle. De même que, par exemple, Carlos Puigdemont, lui, il ne peut pas rentrer puisqu'il n'est pas amnistié. Donc ça veut dire que s'il rentre, aujourd'hui, il en a pour 25 ans de prison. Donc ça, c'est au moment et encore, tu dis le gouvernement, c'est une décision de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, c'est lui, parce qu'il y avait quand même la pression du PSOE, donc du Parti Socialiste, qui n'était pas tout à fait favorable, et d'une partie des Espagnols non plus. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait cette démarche de libérer les prisonniers, mais le lendemain, quand il a rencontré donc Pere Aragonès, qui est maintenant le président de la Generalitat, eh bien, il a été très clair, il n'y aura, sous sa mandature, jamais aucun référendum, ni aucune possibilité d'autodétermination. C'est enterré. Bien sûr, il a repris les mêmes propos qu'on avait entendus par les premiers ministres le précédent, c'est-à-dire anticonstitutionnel. Donc ça veut dire que les prisonniers sont libres, ça c'est une bonne chose, mais par contre, il n'y aura pas de possibilité au jour d'aujourd'hui, et pendant au moins tout le temps du mandat de Pedro Sánchez, d'organiser un référendum en Catalogne. Donc ça veut dire oui, on a avancé en libérant des gens, mais sur le terrain politique, on n'a pas plus avancé. On est toujours dans la même situation qui est bloquée.
qui est bloqué. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est un risque. Une fois de plus, parce que je te rappelle quand même qu'au niveau national, donc de l'État espagnol, c'est l'ERC, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois, qui avait donné la majorité au Parti Socialiste. Là maintenant, si Per Aragonès est mis en difficulté par les autres tendances, notamment Junts per Catalunya et la CUP, ils peuvent lâcher aussi, puisqu'en Catalogne, ils ont fait un gouvernement tricéphale, si jamais ils lâchent l'ERC, parce que d'un côté, finalement, ils se sont associés au niveau national avec les socialistes, mais ensuite ils ont un retour de boomerang puisqu'ils ne peuvent pas organiser en Catalogne un référendum. S'ils sont lâchés, ben, tu sais ce qui va se passer. Il faut revoter en Catalogne de nouveau. Il faudra revoter en Catalogne avec la possibilité que ce soit plus l'ERC qui gagne maintenant la coupe ou Junts per Catalunya, et on se retrouve de nouveau avec une nouvelle tension avec l'État espagnol. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils s'entêtent, les Espagnols, à ne pas laisser les Catalans faire un référendum. Il n'est pas sûr du tout que l'indépendance gagne. Et puis, au bout d'un moment, laisse parler les urnes, laisse parler les gens. Donc on a avancé d'un côté, mais pas de l'autre. Voilà donc mon point de vue sur la Catalogne, et j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de s'en sortir. Si, je conclus sur ça quand même, hein. Des gens sont libres aujourd'hui, et ça c'est important. Oui, j'étais en train de te dire, Karl, que je connais deux situations, donc je ne donnerai pas de nom parce que par pudeur, hein, mais je trouve qu'il y a quelque chose quand même sur lequel il faut intervenir. Ces deux cas de figure qui sont totalement similaires. Ce sont des gens qui étaient dans des appartements, les appartements se sont vendus et ces gens sont quasiment à la rue. Donc l'autre jour avec Florence, avec ma femme, on en a croisé un qui est un ami à nous, hein, et donc Bella, on l'a croisé la semaine dernière et c'est quelqu'un de connu à Banyuls, hein. Il est facteur, donc je peux le dire. Et bien c'était l'ultimatum était au 30 juin, il fallait qu'il quitte l'appartement puisque la maison est vendue. Et donc le 1er juillet, il ne savait pas où il allait dormir. Là, je crois qu'il y a une urgence capitale. Alors, je me suis rapproché quand même d'un élu de Banyuls pour lui expliquer la situation. Il m'a dit qu'elle le prendra en charge. Alors, c'est vrai hein, qu'il y a des possibilités administratives, mais tout le monde ne connaît pas ses droits. Voyons, je sais que nul n'est censé pas ignorer la loi, mais on peut aussi parier sur un facteur chance en se disant j'ai un mois de préavis, dans un mois je suis connu dans le village, je vais trouver quelque chose. Et puis finalement, on n'a pas fait la démarche administrative. On n'a pas eu la chance de trouver quelque chose et on se retrouve à la rue. Et j'ai eu un deuxième cas de figure aussi d'une famille, pareil. Alors je crois qu'il faudrait immédiatement mettre en place des politiques. Alors c'est vrai que la mairie peut intervenir, le conseil général, hein, puisque maintenant on a des élus, on les connaît, ils les connaissent en tout cas, de mettre en priorité les gens qui sont expulsés de leurs appartements pour être prioritaires sur un HLM. Première clause, ben voilà, cette personne va se retrouver dehors. Elle sera hébergée en urgence et en priorité. Ça me paraît important. Je suis convaincu, ça fait je ne sais combien de temps que je dis la même chose, que la première des importances, c'est le logement. Devant tout le reste, si tu n'as pas de logement, tu ne peux pas prétendre à l'emploi, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas élever tes enfants, tu ne peux pas avoir une hygiène convenable. C'est la priorité. C'est la priorité. Combien de gens aujourd'hui sont mal logés ou pas logés? Combien? S'il y a le paquet à mettre, vraiment, c'est sur le logement. Donc c'est ce que je dis, j'en appelle à nos élus. S'il vous plaît, messieurs, mesdames, ne laissez plus arriver des situations pareilles pour sauver la dignité de vos propres administrés. Ils n'ont pas le droit à devoir vivre ça.